Au sommaire de cette édition, en religion, le ministère Glorieux Révélation a organisé un programme sur 4 vendredis depuis le vendredi 17 juillet 2015. Actualité africaine, en Libye, 4 Italiens ont été enlevés. Le procès de Hissène Habré ajourné au 7 septembre 2015. 3 journalistes espagnols portés disparus en Syrie. En Slovénie, découverte d'une pirogue vieille depuis 2000 ans. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition d'information. Merci de choisir encore The Blessing Channel. Parlons à présent de religion, comme annoncé dans les titres. Le ministère Glorieux Révélation a organisé un programme sur 4 vendredis depuis le vendredi 17 juillet 2015. Ce programme qui a pour thème face à face se tient les 17, 24 et 31 juillet 2015 avec pour apothéose le 7 août 2015. Suivons ce reportage. Le ministère Glorieux Révélation dirigé par l'évangéliste Nathanaël Kofi au titre de ses différentes activités pour édifier le corps du Christ a organisé un programme de prière. Un long moment dans la présence de l'Éternel qui se tient les 17, 24, 31 juillet 2015 et l'apothéose le 7 août 2015. Ce vendredi 17 juillet 2015, la démonstration de la puissance du Saint-Esprit était au rendez-vous avec un thème très accrocheur, face à face. Ce rassemblement ecclésiastique majeur a eu pour lieu la 7e tranche de Plateau Adjien. L'évangéliste Nathanaël Kofi, président fondateur du ministère Glorieux Révélation et principal initiateur de ce programme de prière, a ressorti la puissance de la parole à travers sa prédication. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. Selon lui, les brebis doivent se soumettre au berger et non le contraire. Un message très fort qui est une interpellation pour tout le corps du Christ, car l'Église doit pratiquer la parole. Mais il y a ce verset-là que nous lisons, nous le connaissons même pourtant par cœur. Mais pourtant ce passage est rempli de révélations. Psaume 23, l'Éternel est mon berger et celui qui écrit a mis 2 points. Et il commence à citer ce que l'Éternel qui est son berger peut faire pour lui et faire pour lui. L'homme de Dieu, versé dans les Écritures, est allé en eau profonde pour instruire le peuple sur la dimension et la grandeur de notre Dieu. Il faut que nos ennemis vivent pour voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie. L'Éternel est mon adjectif possessif, est mon berger. Est-ce que c'est parce qu'il est trop ingrat ou égoïste? David n'avait-il pas une femme? S'il avait une femme. N'avait-il pas des enfants? S'il avait des enfants. N'avait-il pas une belle famille? S'il en avait. Mais pourquoi est-ce que David ne dit pas comme Josué? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. David a eu une rencontre personnelle avec Dieu. David a eu une relation personnelle avec Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas en global, c'est individuel. La vie chrétienne, c'est toi et Dieu. Et David sait que depuis dans la brousse, il a eu quelqu'un qui s'appelle l'Éternel qui était toujours avec lui. Et David dit, moi je sais que si l'Éternel n'est pas le Dieu de ma femme, moi David, je sais qu'il est mon Dieu, il est mon berger. Si l'Éternel n'est pas le Dieu de mes enfants, je sais que moi David, il est l'Éternel pour moi. Pour ce vendredi, la puissance de la parole de Dieu a été démontrée et l'évangéliste Nathanaël Kofi, toujours soucieux de faire avancer l'œuvre de Dieu, a éclairé la lanterne du peuple à travers cet enseignement fort. Frères et sœurs, un moment donné dans ta vie chrétienne, tu seras face à une situation, tu seras face à un adversaire. Mais le problème, où est l'Éternel? Quand tu es face à cette situation, quand tu es face à cet adversaire, qui est ton Dieu? Ce programme était aussi un moment d'action prophétique. Écoutons à présent, dans la suite, l'interview de l'initiateur de ce programme, l'évangéliste Nathanaël Kofi. Par le Dieu de mon Père Élie, je t'annonce que tu laisseras la maladie ici et tu sortiras à la maison guérie par la puissance de Dieu. 4 vendredis de triomphe. Ce programme organisé par le ministère Glorieux Révélation de l'évangéliste Nathanaël Kofi a ouvert ses portes. Ce vendredi 17 juillet 2015, en présence du peuple et des hommes de Dieu venus soutenir ce programme, Dieu s'est grandement manifesté. Ce temps fort d'enseignement a été aussi marqué par des temps de prière où l'homme de Dieu a rendu le ministère, accompagné par le groupe Eden.
Je commence que la délivrance soit parfaite. Les gars, suivez, c'est l'esprit de mort qui a bloqué jusqu'à ça. L'évangéliste Nathanaël Kofi, satisfait de ce programme, a situé l'objectif dans son interview et a particulièrement remercié le pasteur Sam et son épouse, le pasteur Sylviane, ce couple pastoral qui continue d'édifier le corps du Christ à travers Béni TV. Oh, que l'Éternel est bon, que l'Éternel est merveilleux. Vous avez pu constater que Dieu s'est manifesté. Il y a eu des délivrances, des guérisons. La révélation de la parole par l'Esprit de Dieu a été au rendez-vous. Vous qui êtes restés à la maison, vous avez manqué quelque chose de fort et de puissant. Je tiens à rendre gloire à Dieu pour la vie du pasteur Samuel Monté et son épouse, qui sont les responsables de cette belle chaîne de télé Béni TV, qui a été, n'est-ce pas, présente. Je rends gloire à Dieu parce que Dieu s'est réellement manifesté. Alors je tiens à vous inviter pour le vendredi 24 juillet qui sera, n'est-ce pas, le deuxième rendez-vous du face-à-face. Il est impératif que l'Éternel Dieu des armées puisse dresser une table devant vous, en face de vos adversaires. Venez massivement. Je tiens, pour terminer, à dire merci au Seigneur pour tous ces pasteurs qui sont venus. Les chantres Éden qui ont été présents, qui nous ont conduits dans une très belle adoration. Que l'Éternel soit glorifié. Je suis dans la joie parce que Dieu s'est manifesté, il en fera encore de plus grandes choses. Soyez bénis dans le Père, dans le Fils, dans le Saint-Esprit. Le révérend prophète Dolski Jaurès Yoro, à l'occasion d'un grand programme de prière qu'il a organisé le lundi 13 juillet 2015 dans la commune de la Riviera Mbadon, a exploité un thème révélateur. La Côte d'Ivoire a aussi son prophète. La Côte d'Ivoire a aussi son prophète. Tel était le thème exploité, bien enseigné par le révérend prophète Dolski Jaurès Yoro le lundi 13 juillet 2015 à la mission Réveil International 6 dans la commune de la Riviera Mbadon. Un temps d'enseignement, d'action prophétique et de miracles. Le prophète Dolski Jaurès Yoro, homme de Dieu versé dans les Écritures, a bien instruit le peuple sur les valeurs de cette nation, la Côte d'Ivoire, et qui dispose d'hommes de Dieu de qualité. Une interpellation pour le peuple de Dieu afin d'éviter d'être emporté par tout vent de doctrine. Selon l'homme de Dieu, il y a des ressources prophétiques en Côte d'Ivoire à ne pas négliger. Nation, il y a des prophètes de ce prototype. Et j'ai dit à cette nation que nous avons des ressources prophétiques à ne pas négliger. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai convoqué cette nation. Je leur ai dit, la Côte d'Ivoire a aussi son prophète. Le terme veut dire quoi? Le terme veut dire... sachez une chose, vous qui mourrez. Sachez une chose, vous qui avez des problèmes. Sachez une chose, vous qui avez des besoins spirituels. Que vous n'êtes plus obligés de faire de longs voyages. Et quand le diable ira fouiller dans mon passé, il verra ces choses-là. Et il reviendra à la même place où il m'avait vu hier, il ne me verra plus jamais. Parce que j'ai compris que si cette nation veut avoir une image de gloire, il faut qu'un fils se lève comme filet et prenne la lance pour percer le péché. Je dis, me voici Seigneur. Et qui, écoute, Dieu avait pensé à moi, qui enlèverait la honte de ma famille. Dis, c'est moi qui enlèverait la honte de ma famille. Un programme spécial de prière doublé d'événements heureux, à savoir l'anniversaire du prophète Dolski Jaurès Yoro. L'homme de Dieu a été honoré par ses enfants spirituels et a profité de cette occasion pour souffler sur la bougie. Après ces différentes articulations venues le temps du ministère où des miracles se sont produits, les paralytiques ont marché et Dieu s'est véritablement glorifié. Une belle initiative du prophète Dolski afin de restaurer la nation ivoirienne. Actualité africaine à présent au Burundi, en annonçant fin avril dernier sa candidature à un troisième mandat, le président Nkurunziza a replongé le pays dans la crise politique et les violences, ramenant ainsi le spectre de la violence et la guerre civile dans cette nation. Une candidature de trop pour l'opposition burundaise qui la juge anticonstitutionnelle, le chef de l'État devant se limiter à seulement 2 mandats. En annonçant fin avril sa candidature à un troisième mandat, le président Nkurunziza a replongé le pays dans la crise politique et les violences, ramenant le spectre de la guerre civile.
Une candidature de trop pour l'opposition qui la juge anticonstitutionnelle, le chef de l'État devant se limiter à 2 mandats. Mais le président sortant, élu en 2005 puis en 2010, met en avant le fait qu'il n'a pas été élu au suffrage direct la première fois, mais par l'Assemblée parlementaire. En mai, la Cour constitutionnelle lui a donné raison, une validation cautionnée sous la pression et les menaces, a dénoncé l'opposition. Ce petit pays enclavé d'Afrique de l'Est a connu une histoire tumultueuse, jalonnée de massacres et de coups d'État militaires, depuis que la Belgique lui a rendu son indépendance en 1962. Le Burundi a été déchiré par une guerre civile sanglante entre 1993 et 2003. 300 000 personnes sont mortes dans les violences qui ont opposé les Tutsis minoritaires, mais qui dominent traditionnellement la politique et l'armée, et les Hutus, qui représentent 85% de la population. Sous l'égide de Nelson Mandela, les accords de paix d'Arusha en 2000 vont initier un processus de sortie de crise et la mise en place d'un gouvernement interethnique. Faute de cessez-le-feu total, les violences se poursuivent, mais en 2005, de premières élections démocratiques ont lieu qui aboutissent à l'élection du président Nkurunziza par le Parlement. Il faudra le parrainage des forces de paix de l'ONU et de l'Union africaine pour conduire au désarmement total des forces rebelles. Mais malgré le cessez-le-feu de 2006 entre le gouvernement et le dernier groupe armé, le FLN, les violences n'ont jamais cessé complètement dans le pays. Les heurts et l'incertitude politique de ces dernières semaines ont amené près de 200 000 personnes à fuir vers les pays voisins, faisant craindre une crise humanitaire et une nouvelle déstabilisation régionale. Comme annoncé dans les titres, 4 Italiens enlevés en Libye. Le ministère italien des Affaires étrangères a annoncé à Rome l'enlèvement de 4 de ses ressortissants en Libye. 4 Italiens enlevés en Libye, Gino Policardo, Salvatore Failla, Filippo Calcagno et Fausto Piano, employés par le groupe de BTP Bonatti, ont été capturés près d'un complexe pétrolier appartenant à l'entreprise Eni dans la zone de Melita, à l'ouest de Tripoli. L'annonce a été faite par le ministère des Affaires étrangères à Rome. Le fils de Fausto Piano fait part de son désarroi. Nous n'avons aucune nouvelle. Il n'y a pas de mots pour exprimer ce que nous ressentons. Jamais nous n'aurions imaginé qu'une telle chose puisse arriver à notre famille. Les autorités italiennes ont mis en place une cellule de crise. Aucune piste n'est écartée sur fond de chaos libyen, d'un acte de représailles potentiel à une tentative d'extorsion de fonds, sans oublier un enlèvement à caractère djihadiste ou islamiste. Le procès d'Hissène Habré ne reprendra que le 7 septembre 2015, alors qu'il avait commencé le lundi dernier. Il a été ajourné ce mardi, dénonçant ainsi une mascarade. L'ex-président tchadien avait refusé de se défendre dès l'ouverture des débats devant le tribunal spécial africain à Dakar, au Sénégal, pour crimes contre l'humanité. Vous avez une mascarade. Le procès d'Hissène Habré ajourné au 7 septembre. L'ex-président tchadien avait refusé de se défendre dès l'ouverture des débats hier devant le tribunal spécial africain à Dakar pour crimes contre l'humanité. La Cour s'est résolue à commettre d'office 3 avocats sénégalais auxquels elle a accordé 45 jours pour leur permettre, je cite, de s'approprier l'entièreté de ce dossier. Hissène Habré est en détention depuis 2 ans au Sénégal où il avait trouvé refuge en 90 après avoir été renversé par l'actuel président tchadien Idriss Déby Itno. L'ancien homme fort du Tchad est accusé de la torture ou de la mort de 40 000 personnes lors de ses 8 années au pouvoir entre 82 et 90 selon une commission d'enquête tchadienne. Plus de 4 000 victimes directes ou indirectes se sont constituées partie civile lors de son procès. Hissène Habré encourt 30 ans de prison ferme et les travaux forcés à perpétuité. Trois journalistes espagnols portés disparus en Syrie. Alors que ces journalistes sont arrivés dans la région d'Alep, ils revenaient de la Turquie, dans le nord de la Syrie, aux alentours du 10 juillet dernier. Ils n'ont plus donné de leurs nouvelles depuis le 12 juillet. 3 journalistes espagnols portés disparus en Syrie, les reporters Antonio Pampliega et Ángel Sastre et le photoreporter José Manuel López venaient de Turquie lorsqu'ils sont arrivés dans la région d'Alep, dans le nord de la Syrie, aux alentours du 10 juillet. Ils n'ont plus donné de nouvelles depuis le 12 juillet. La Fédération des associations de journalistes espagnols se déclare inquiète, car il y a d'intenses combats dans cette région entre rebelles et forces fidèles au régime de Bachar el-Assad. 18 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés par un tir de missile ces dernières heures. On ignore si nos 3 confrères étaient ensemble et pour quels médias ils travaillaient en Syrie. Il y a 1 an, 3 journalistes espagnols avaient déjà été enlevés dans la même région. Ils avaient ensuite été libérés.
Une pirogue vieille d'environ 2000 ans a été découverte par des archéologues dans une rivière en Slovénie. Des experts vont tenter désormais de déterminer son ancienneté exacte. Une pirogue vieille d'environ 2000 ans a été découverte par des archéologues dans une rivière près de Ljubljana en Slovénie. Des experts vont tenter désormais de déterminer son ancienneté exacte. La pirogue, elle va être restaurée et exposée sur la commune de Vernica où elle a été trouvée. Face à la colère des éleveurs, le gouvernement a voulu passer à la vitesse supérieure en promettant un plan d'urgence sans parvenir à calmer la colère sur les barrages qui risquent ainsi de s'étendre à de nombreuses régions. Il n'y a pas de moyens légaux pour aller moi-même imposer à quelqu'un de faire une démarche commerciale. Je l'ai déjà dit, je le répète, mais je trouve que en un mois, même si c'est trop long, j'en ai parfaitement conscience, on a fait bouger des lignes dans des filières, et c'est déjà ça qui était le constat ce soir, c'est qu'on peut le faire. Dans l'analyse qui a été faite et dans les présentations qui ont été faites par le médiateur, des éléments assez détaillés sur l'ensemble des opérations qui ont été passées, en particulier sur les revalorisations de prix. Moi je le dis, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que tout le monde avance dans le même sens. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à l'objectif. Et je ne participerai pas à la désignation de quiconque dans ce débat, parce que j'ai besoin, au contraire, et c'est ce que j'ai fait depuis le début, et c'est ce qui fait que c'est compliqué, de faire en sorte que chacun se responsabilise. Nous n'avons pas eu connaissance des entreprises concernées par une hausse éventuelle et d'autres qui n'ont pas forcément joué le jeu, mais ce que relève quand même le médiateur, c'est que la situation reste sur le territoire plutôt hétérogène, avec tous les cas de figure, c'est-à-dire des entreprises qui jouent le jeu et d'autres qui malheureusement ont du mal à jouer le jeu. Ce soir, beaucoup de régions sont en mouvement, parfois plus ou moins spontanées, plus ou moins organisées, mais la pression reste très forte sur le territoire. Elle l'est d'autant plus qu'on sent bien quand même que, y compris sur cette question de revalorisation des prix, ça tarde à venir, ça tarde à être perçu concrètement par les agriculteurs, et on comprend aussi leur impatience. Parlons à présent de l'État islamique qui se trouve derrière les attentats de Bagdad. Pas de revendication encore, mais l'État islamique ne cesse de cibler des quartiers chiites afin de déstabiliser le gouvernement de Bagdad. Qui se trouve derrière les attentats de Bagdad? Pas de revendication encore, mais l'État islamique ne cesse de cibler des quartiers chiites afin de déstabiliser le gouvernement irakien. Ce matin, les habitants de la capitale tentaient de faire disparaître les traces des violences de la veille. Dans 2 quartiers chiites distincts, 2 explosions ont fait 18 morts au moins et des dizaines de blessés. D'autres attentats ont visé aussi les villes de Tarmiya et Mandali, faisant 14 morts. L'Irak tente actuellement de déloger l'État islamique de la province d'Anbar. L'organisation terroriste a conquis de larges parties du territoire. Vendredi, les djihadistes faisaient un bain de sang dans un marché de Diyala. Plus de 100 morts, l'un des plus sanglants attentats en Irak. Terminons cette édition d'information en Asie, précisément en Thaïlande, où 2 Birmans sont accusés du meurtre de 2 randonneurs britanniques en septembre dernier sur une île touristique de la Thaïlande. Il faut le signifier, les 2 victimes âgées, respectivement de 23 et 24 ans, avaient été retrouvées mortes sur la plage. 2 Birmans accusés du meurtre de 2 randonneurs britanniques en septembre dernier sur une île touristique de Thaïlande. Les 2 victimes âgées de 23 et 24 ans avaient été retrouvées mortes sur une plage. Un fait divers qui avait causé l'émoi en Grande-Bretagne et posé des questions sur les compétences de la police thaïlandaise. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition d'information. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse.